Dans les registres paroissiaux d'une plantation isolée de la province de Minas Gerais, au Brésil, l'année 1841 marque une anomalie administrative qui n'a jamais été expliquée. Entre le 15 janvier et le 23 mars de cette année, 6 hommes ont disparu sans laisser de traces. Le premier était le propriétaire de la plantation. Les 5 suivants étaient ses propres fils. Et celui qui reste pour raconter l'histoire était un esclave qui, selon certains témoignages, aurait dû être le premier à mourir. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez de quelle ville vous nous écoutez. Votre présence nous aide à continuer à déterrer ces secrets enfouis dans les archives du passé. La région montagneuse du centre de Minas Gerais, au milieu du 19e siècle, était un territoire de contrastes violents. Après l'épuisement des grandes mines d'or qui avaient enrichi la couronne portugaise pendant plus d'un siècle, les terres s'étaient reconverties à l'agriculture et à l'élevage. De vastes propriétés s'étendaient sur des kilomètres de vallées isolées, reliées au monde extérieur par des chemins de terre qui devenaient impraticables pendant la saison des pluies. C'était un univers fermé, régi par des lois non écrites, où le pouvoir du propriétaire terrien était absolu et où la distance avec les autorités officielles permettait toutes sortes d'arrangements avec la morale et la loi. La fazenda, São Sebastião das Águas Escuras, s'étendait dans une de ces vallées profondes, entourée de collines couvertes d'une forêt dense qui semblait avaler la lumière du soleil. Le domaine tirait son nom d'un petit affluent qui traversait la propriété, dont les eaux prenaient une teinte presque noire à cause des sédiments ferreux qui remontaient des anciennes mines abandonnées en amont. Cette rivière aux eaux sombres semblait marquer une frontière symbolique entre le monde civilisé et quelque chose de plus ancien, de plus sauvage. La plantation elle-même était un complexe imposant. La Casa Grande, la maison principale, dominait le paysage depuis une petite éminence. C'était une construction massive en pierre et en bois, avec des murs épais et de petites fenêtres protégées par des barreaux en fer forgé. L'architecture reflétait la mentalité de l'époque, celle d'une forteresse autant que d'une résidence. À quelques centaines de mètres en contrebas, les senzalas, les quartiers des esclaves, formaient une rangée de structures basses, empisées, avec des toits de tuiles rouges. Plus loin encore, les champs de canne à sucre et de café s'étiraient jusqu'aux limites de la forêt, travaillés par une centaine d'âmes asservies qui constituaient la fortune de la famille. Le maître de ce domaine, en cette année 1841, était Joaquim Henrique Tavares da Fonseca. À 57 ans, c'était un homme dont la réputation s'étendait bien au-delà des limites de sa propriété. Grand, maigre, avec des yeux enfoncés dans des orbites profondes et une barbe grisonnante qu'il ne taillait jamais, Tavares da Fonseca incarnait une sévérité implacable. Il avait hérité du domaine de son père 30 ans auparavant et l'avait gouverné avec une discipline de fer qui, selon les standards brutaux de l'époque, était considérée comme excessive, même par ses pairs. Les histoires qui circulaient sur lui dans les fazendas voisines parlaient d'un homme obsédé par le contrôle et la punition. Il exigeait de ses esclaves un rendement qui dépassait les normes déjà cruelles de l'esclavage brésilien. Les retards, les maladies, les accidents de travail étaient punis avec une créativité sadique. On racontait qu'il avait fait construire dans la cour de la Casa Grande un poteau spécial où les châtiments corporels étaient administrés en public, obligeant tous les esclaves à assister pour que la leçon soit retenue. Les cicatrices qui marquaient les dos des hommes et des femmes de São Sebastião das Águas Escuras étaient si nombreuses qu'elles formaient un réseau de tissus fibreux où la peau originale avait disparu depuis longtemps. Mais Joaquim Henrique n'était pas qu'un tyran ordinaire. C'était aussi un homme cultivé qui avait étudié le droit à Coimbra dans sa jeunesse et qui possédait une bibliothèque remarquable pour l'époque et le lieu. Il lisait le latin, connaissait les philosophes grecs et pouvait discourir pendant des heures sur les théories raciales qui commençaient à circuler en Europe. Cette érudition, loin d'adoucir sa cruauté, semblait au contraire la rationaliser. Il avait développé toute une philosophie personnelle qui justifiait l'esclavage comme une nécessité naturelle, un ordre cosmique qu'il avait le devoir de maintenir avec rigueur.
Ses 5 fils avaient grandi dans cette atmosphère. L'aîné, Antonio Joaquim, avait 32 ans en 1841. C'était un homme robuste, aux épaules larges, qui avait le visage carré de son père mais pas sa maigreur ascétique. Il gérait les opérations quotidiennes de la plantation avec une efficacité mécanique, mais sans le zèle punitif de Joachim Henrique. On le disait pragmatique, calculateur, et certains domestiques murmuraient qu'il attendait simplement l'héritage pour assouplir le régime. Mais personne ne l'avait jamais vu contredire son père ou intervenir pour empêcher un châtiment. Le deuxième fils, Carlos Alberto, 29 ans, était d'une nature différente. Plus mince, avec des traits délicats et une certaine élégance dans ses manières. Il avait passé plusieurs années à Rio de Janeiro, où il avait fréquenté les cercles de la société cultivée. Il écrivait de la poésie, jouait du piano et montrait un intérêt pour les idées libérales qui commençaient à circuler dans les milieux urbains. Son retour à la fazenda avait été forcé par son père après un scandale impliquant des dettes de jeu et une liaison avec une femme mariée. Depuis, il vivait dans une sorte d'exil intérieur, passant ses journées dans la bibliothèque ou à dessiner les paysages de la vallée, évitant autant que possible les réalités brutales de la plantation. Miguel Ignacio, le troisième fils, avait 25 ans. C'était celui qui ressemblait le plus à Joachim Henrique dans son tempérament. Violent, impulsif, il avait la réputation d'être encore plus cruel que son père dans ses rapports avec les esclaves. Il prenait un plaisir visible à administrer les punitions et cherchait constamment des prétextes pour exercer son autorité. Les esclaves le craignaient plus que tout autre membre de la famille, car sa violence était imprévisible et souvent gratuite. Il y avait en lui une rage permanente, comme si l'ordre oppressif de la plantation ne suffisait pas à contenir quelque chose de plus sombre qui bouillonnait en lui. Les 2 derniers fils, Francisco Eugenio et José Manuel, étaient des jumeaux de 21 ans. Ils formaient une paire inséparable, communiquant souvent par regards et gestes plus que par mots. Plus jeunes, moins formés par le système paternel, ils semblaient naviguer dans une zone ambiguë entre l'obéissance attendue et une certaine distance critique. On les voyait parfois discuter à voix basse, s'éloigner ensemble pour de longues promenades dans la forêt. Leur père les surveillait avec une méfiance croissante, comme s'il pressentait en eux une déviation de la lignée qu'il avait établie. Et puis, il y avait Benedito. Aucun nom de famille, bien sûr. Juste Benedito. Esclave, 43 ans selon les estimations. Originaire de quelque part en Afrique de l'Ouest, bien qu'il ait été amené au Brésil alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il travaillait à la fazenda depuis presque 30 ans, acquis par le père de Joachim Henrique lors d'une vente aux enchères à Villarica. Benedito était charpentier, forgeron, mécanicien improvisé. Il savait réparer les machines de la plantation, construire et restaurer les bâtiments, fabriquer les outils nécessaires aux travaux des champs. Cette compétence lui avait valu une position légèrement privilégiée dans la hiérarchie invisible de la Senzala. Il avait son propre atelier près de la Casa Grande, un espace exigu mais organisé où il passait ses journées à marteler le métal et à façonner le bois. Mais Benedito portait aussi les marques de 30 années de servitude sous la férule des Tavares da Fonseca. Son dos était un atlas de cicatrices anciennes et récentes. Il avait perdu 2 doigts de la main gauche lors d'un accident avec une scie, un accident que Joachim Henrique avait refusé de faire soigner correctement, affirmant que la douleur enseignerait la prudence. Il boitait légèrement, séquelle d'une fracture mal réduite après qu'un des contremaîtres l'ait jeté du haut d'un escalier lors d'une dispute. Ses yeux, pourtant, conservaient une intensité troublante. Ce n'était pas le regard éteint, résigné, que portaient beaucoup de ses compagnons de captivité. C'était quelque chose de plus concentré, de plus conscient, comme une braise qui couvait sous la cendre. Le quotidien de São Sebastião das Águas Escuras suivait un rythme immuable, réglé par les saisons agricoles et la volonté du maître. Les esclaves se levaient avant l'aube, au son d'une cloche que Joachim Henrique faisait sonner lui-même depuis la véranda de la Casa Grande. Ils travaillaient jusqu'au coucher du soleil,
avec une pause de 2 heures à midi quand la chaleur devenait insupportable. La nourriture était rationnée avec une précision comptable, juste assez pour maintenir la force de travail sans permettre le moindre surplus. Les maladies n'étaient pas soignées, sauf si elles menaçaient de se propager et de compromettre la production. Les femmes enceintes travaillaient jusqu'à l'accouchement et reprenaient leurs tâches dès le lendemain. Cette routine oppressive était ponctuée par les cérémonies de punition. Joaquim Henrique avait établi un système complexe d'infractions et de sanctions correspondantes. Un regard qu'il jugeait insolent valait 20 coups de fouet. Un outil perdu ou cassé, 50 coups. Une tentative de fuite, si l'esclave était rattrapé vivant, signifiait la mutilation, généralement l'ablation d'un tendon d'Achille, pour que l'individu puisse encore travailler, mais jamais plus courir. Ces châtiments étaient administrés méthodiquement, presque rituellement, et Joaquim Henrique y assistait toujours, debout et immobile, surveillant chaque coup comme un prêtre surveille le déroulement d'une messe. Les fils assistaient aussi, contraints par leur père de témoigner de l'exercice de l'autorité paternelle et seigneuriale. Antonio Joaquim regardait avec une expression neutre, presque indifférente. Carlos Alberto détournait souvent le regard, fixant l'horizon ou le sol, mais il ne partait jamais. Miguel Ignacio, lui, observait avec une attention gourmande, et parfois, quand le fouet traçait une ligne particulièrement sanglante sur le dos d'une victime, un sourire fugace passait sur son visage. Les jumeaux Francisco et José se tenaient côte à côte, le visage fermé, échangeant parfois un regard rapide qu'il était impossible d'interpréter. Et Benedito, quand il était parmi les spectateurs obligés, ne regardait jamais la victime. Il regardait toujours les fils. Ses yeux passaient lentement de l'un à l'autre, s'attardant sur chaque visage, comme s'il prenait des notes mentales, comme s'il lisait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le 15 janvier 1841 était un dimanche. Dans le Brésil catholique de l'époque, même dans les plantations les plus isolées, le dimanche conservait un caractère spécial. Les esclaves ne travaillaient que le matin, et l'après-midi leur était théoriquement accordé pour le repos et les pratiques religieuses, bien que cela signifiât souvent simplement qu'ils s'effondraient d'épuisement dans leur quartier. Joaquim Henrique respectait cette tradition, non par piété particulière, mais parce qu'il considérait qu'une journée de repos hebdomadaire optimisait la productivité sur le long terme. Il avait lu des traités d'économie rurale qui le confirmaient dans cette opinion. Ce dimanche-là, le temps était lourd, avec une chaleur humide qui annonçait l'orage. Des nuages noirs s'accumulaient au-dessus des montagnes, et l'air semblait vibrer d'une tension électrique. Dans la Casa Grande, les fils Tavares da Fonseca s'étaient réunis pour le déjeuner dominical, un rituel familial que leur père imposait avec la même rigueur qu'il imposait tout le reste. La table était dressée dans la grande salle, sous les portraits sombres des ancêtres qui fixaient les convives de leur cadre doré. Le repas avait commencé dans un silence tendu, comme toujours. Joaquim Henrique présidait en bout de table, mangeant lentement, méthodiquement, son regard passant de fils en fils comme s'il les évaluait constamment. Antonio Joaquim découpait sa viande avec une précision mécanique. Carlos Alberto chipotait dans son assiette, l'air absent. Miguel Ignacio engloutissait sa nourriture avec un appétit vorace qui semblait tenir de la rage plus que de la faim. Les jumeaux mangeaient en synchronie troublante, portant leur fourchette à leur bouche au même moment. C'est au moment du dessert que l'incident s'est produit. Joaquim Henrique avait commencé à discourir sur un sujet qui lui était cher, la nécessité de maintenir une discipline absolue face aux éléments inférieurs qui composaient la force de travail. Il avait remarqué, disait-il, un relâchement récent, une sorte de mollesse dans l'application des règlements. Certains esclaves avaient été vus en train de converser entre eux pendant les heures de travail. D'autres n'avaient pas montré la déférence appropriée en présence des maîtres. Il fallait, selon lui, organiser une série de punitions exemplaires pour rétablir l'ordre naturel des choses. C'est alors que Carlos Alberto, le fils poète, celui qui d'ordinaire se taisait pendant ses tirades paternelles, a posé sa cuillère et a parlé. Sa voix était calme, presque douce,
Mais dans le silence de la salle à manger, chaque mot résonnait avec une clarté terrible. « Père, a-t-il dit, ne pensez-vous jamais que cette violence constante pourrait un jour se retourner contre nous ?» Le silence qui a suivi était absolu. Même le bruit de fond de la plantation, les cris lointains, le bruissement des arbres, semblaient s'être tus. Joachim Henrik avait cessé de manger et fixait son fils avec une expression où la surprise le disputait à une colère glaciale. « Explique-toi » a-t-il ordonné d'une voix basse. Carlos Alberto a continué, et il était visible que quelque chose s'était brisé en lui, une retenue longtemps maintenue. Nous vivons entourés de centaines d'hommes et de femmes que nous traitons comme des animaux. Nous les battons, nous les affamons, nous les mutilons. Et nous pensons que cela peut durer éternellement, que cette situation est naturelle et stable. Mais elle ne l'est pas. À Rio, j'ai entendu parler des révoltes d'esclaves dans d'autres provinces. J'ai lu des rapports sur les quilombos, ces communautés d'esclaves fugitifs qui se multiplient dans l'intérieur. Et j'ai lu aussi les philosophes européens qui commencent à questionner la légitimité même de l'institution de l'esclavage. Le monde change, père, et nous... Il n'a pas pu finir sa phrase. Joachim Henrik s'était levé avec une rapidité surprenante pour son âge. D'un geste brutal, il a renversé la table, envoyant assiette et couverts s'écraser sur le sol. Puis il a giflé Carlos Alberto avec une force qui a fait basculer le jeune homme de sa chaise. « Tu oses » sifflait Joachim Henrik, « tu oses proférer de telles idées dans ma maison. Tu oses remettre en question l'ordre que j'ai établi, que mon père avant moi a établi. Tu n'es qu'un dégénéré, corrompu par les idées perverses de la ville. Si tu n'étais pas mon sang, je te ferais fouetter comme le dernier des esclaves. » Antonio Joachim s'était levé et avait tenté de s'interposer, mais Joachim Henrik l'avait repoussé. « Et toi » a-t-il craché. « Toi qui te crois si compétent, si pragmatique, tu laisses ton frère être contaminé par cette idéologie de la faiblesse. Tu es complice de sa trahison. » Les autres fils s'étaient levés aussi, dans une confusion qui ressemblait à de la panique. Miguel Ignacio semblait déchiré entre sa loyauté envers son père et une sorte de satisfaction malsaine de voir Carlos Alberto humilié. Les jumeaux s'étaient rapprochés l'un de l'autre, comme s'ils cherchaient protection dans leur gémellité. Joachim Henrik les a tous regardés, et dans ses yeux brillait quelque chose qui ressemblait à de la déception et à du dégoût. « Vous êtes tous faibles, » a-t-il dit finalement. « Toute cette lignée que j'ai construite, tous ces efforts pour maintenir la dignité de notre nom, et je me retrouve avec 5 fils qui n'ont pas le courage de leurs convictions. Sortez de ma vue, tous, maintenant. » Ils sont sortis. Carlos Alberto saignait de la lèvre. Les autres le soutenaient, le guidaient vers l'extérieur de la Casa Grande. Et tandis qu'ils traversaient la véranda, ils ont vu Benedito. L'esclave charpentier était là, debout près de l'atelier, un marteau à la main, et il les regardait. Il les regardait tous les 5, avec cette intensité troublante que certains lui connaissaient. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Benedito a souri. Ce n'était pas un sourire de moquerie ou de satisfaction. C'était quelque chose de plus complexe. Un sourire qui semblait dire « Maintenant vous comprenez ». Ce soir-là, l'orage a éclaté avec une violence inhabituelle. La pluie tambourinait sur les toits de tuiles, et les éclairs illuminaient la vallée par intermittence, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dans la senzala, les esclaves étaient couchés sur leurs nattes, essayant de dormir malgré le vacarme. Mais Benedito ne dormait pas. Il était assis dans l'obscurité de son atelier, écoutant la tempête, et dans sa main droite, celle qui avait encore tous ses doigts, il tenait un long clou qu'il avait forgé lui-même. Un clou parfaitement droit, parfaitement pointu, qui brillait faiblement dans les éclairs. Les jours qui ont suivi le 15 janvier ont été marqués par une tension palpable qui imprégnait chaque recoin de São Sebastião das Águas Escuras. Joachim Henrik n'avait pas reparlé à ses fils directement depuis l'incident du déjeuner dominical. Il communiquait avec eux par ordre laconique, transmis via les domestiques ou griffonné sur des bouts de papier. Cette froideur était peut-être plus terrible que sa colère ouverte,
car elle suggérait un jugement définitif, une condamnation sans appel. Les fils, de leur côté, semblaient avoir été ébranlés collectivement par la confrontation. Quelque chose s'était fissuré dans l'édifice de la famille. Carlos Alberto avait cessé de se retirer dans la bibliothèque. Au lieu de cela, on le voyait marcher dans les allées de la plantation, s'arrêter pour observer les esclaves au travail, avec une expression nouvelle, comme s'il les voyait vraiment pour la première fois. Antonio Joaquin, toujours efficace dans ses fonctions, montrait des signes de distraction. Il lui arrivait de s'interrompre au milieu d'une inspection, de fixer l'horizon comme s'il cherchait quelque chose qui n'était pas là. Miguel Ignacio était devenu encore plus imprévisible dans ses accès de violence, mais maintenant ses explosions semblaient tenir davantage de la panique que de la cruauté gratuite, comme s'il essayait de conjurer quelque chose par la brutalité. Et les jumeaux, Francisco et José, avaient commencé à passer de plus en plus de temps à l'écart. On les voyait souvent en conversation près des limites de la forêt, parlant à voix basse avec une urgence qui contrastait avec leur réserve habituelle. Certains domestiques qui les avaient entendus racontaient qu'ils parlaient de fuite, de tout abandonner, de partir pour Rio, ou même pour l'étranger. Mais d'autres murmuraient qu'ils parlaient de quelque chose de plus sombre, de plus définitif. C'est pendant cette période que Benedito a commencé à avoir des interactions étranges avec les fils. La première s'est produite 3 jours après l'orage. Carlos Alberto inspectait les réparations nécessaires sur le toit de l'une des granges quand il a croisé Benedito qui transportait des planches. Leurs regards se sont rencontrés et Carlos Alberto, poussé par une impulsion qu'il n'aurait su expliquer, a demandé à l'esclave depuis combien de temps il travaillait à la fazenda. 30 ans, Seigneur, a répondu Benedito de sa voix rauque. 30 ans depuis que le vieux maître m'a acheté. Le vieux maître, a répété Carlos Alberto. Mon grand-père. Il était comme mon père. Benedito a posé les planches et a regardé le jeune homme avec cette intensité caractéristique. Pire, Seigneur, beaucoup pire. Votre père a appris de lui. Carlos Alberto a ressenti un frisson. Et vous avez survécu à 30 ans de cela. Comment? Le sourire étrange est réapparu sur le visage marqué de Benedito. On survit, Seigneur, parce qu'on attend. On attend que le moment arrive. Et le moment arrive toujours, pour tout le monde, même pour les maîtres. Cette conversation a hanté Carlos Alberto pendant des jours. Il en a parlé à Antonio Joaquim lors d'une rencontre nocturne dans les écuries, loin des oreilles de leur père. Antonio a écouté en silence, puis a confessé qu'il avait eu lui aussi une interaction troublante avec Benedito quelques jours auparavant. Il inspectait les comptes de la semaine quand il s'était rendu compte qu'un outil manquait à l'inventaire, une scie de grande valeur. Il avait convoqué Benedito pour demander des explications. L'esclave avait expliqué que la scie s'était cassée, que la lame s'était brisée lors d'un travail sur du bois particulièrement dur. Antonio avait exigé de voir les morceaux. Benedito les avait apportés, effectivement plusieurs fragments de lame rouillée. Et puis, racontait Antonio, il m'a regardé et il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit, parfois, Seigneur, les outils se brisent, parfois ce sont les chaînes qui se brisent, et parfois c'est autre chose. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il s'est contenté de baisser les yeux et de dire qu'il ne savait pas, qu'il était juste un vieil esclave qui radotait. Les 2 frères étaient restés silencieux un long moment après cette confidence. Finalement, Carlos Alberto avait murmuré « Tu crois qu'il planifie quelque chose ?»« Je ne sais pas », avait répondu Antonio. « Mais si c'était le cas, est-ce que nous l'en empêcherions ?» Cette question était restée en suspens entre eux, terrible dans ses implications. Miguel Ignacio, lui, avait eu une rencontre beaucoup plus violente avec Benedito. C'était le 21 janvier, une semaine après l'incident du déjeuner. Miguel supervisait le travail dans les champs de canne quand il avait remarqué que l'un des esclaves, un homme jeune nommé Thomas, ralentissait le rythme. Enragé, Miguel avait exigé que l'homme soit attaché au poteau pour recevoir une punition. Mais quand les contremaîtres avaient tenté de saisir Thomas, ils avaient découvert que celui-ci était brûlant de fièvre, à peine conscient. Il était tombé dans les cannes, secoué par des convulsions.
Miguel, au lieu de faire appeler quelqu'un pour soigner l'homme, avait ordonné qu'on le traîne jusqu'à la Senzala et qu'on le laisse là. S'il survit, il travaillera demain. S'il meurt, on jettera son corps dans la forêt. C'est alors que Benedito était apparu. Il sortait de son atelier et avait été témoin de la scène. Il s'était approché, avait regardé Thomas qui gisait dans la poussière puis avait levé les yeux vers Miguel. « Vous ne pouvez pas le laisser mourir comme ça, Seigneur », avait-il dit. « C'est un bon travailleur, il a de la valeur. » Miguel s'était tourné vers lui, les yeux étrécis. « Tu me dis ce que je peux faire, esclave ?»« Non, Seigneur. Je vous rappelle simplement ce qui est rationnel. » Votre père vous a appris à être rationnel, n'est-ce pas? À calculer la valeur des choses. Miguel avait frappé Benedito au visage, un coup violent qui avait fait tomber le vieil esclave. Ma rationalité n'a pas besoin des conseils d'un nègre, avait-il craché. Benedito s'était relevé lentement, essuyant le sang de sa bouche. Et là, devant tous les esclaves qui regardèrent la scène, devant les contremaîtres qui attendaient les ordres, il avait souri. Ce même sourire énigmatique, presque paisible. « Vous avez raison, Seigneur Miguel », avait-il dit d'une voix douce. « Je ne suis qu'un esclave. Qu'est-ce que je pourrais savoir de la rationalité, de la valeur, de la justice? Qu'est-ce que je pourrais savoir? De la vengeance ?» Le dernier mot avait été prononcé si doucement que Miguel n'était pas sûr de l'avoir entendu. Il avait regardé Benedito avec une expression de rage mêlée à quelque chose qui ressemblait à de l'incertitude. Puis il avait tourné les talons et était parti, criant au contremaître de reprendre le travail. Mais ce soir-là, Miguel n'avait pas pu dormir. Il repensait à ce sourire, à ce mot murmuré. Vengeance. Qu'est-ce qu'un esclave pouvait faire? Rien. Les esclaves n'avaient aucun pouvoir. Ils étaient des outils, des animaux, des choses. Et pourtant, dans l'obscurité de sa chambre, Miguel ressentait une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Une peur primitive, instinctive, celle de la proie qui sent le prédateur dans les hautes herbes. Les jumeaux Francisco et José ont eu leur propre rencontre avec Benedito quelques jours plus tard. C'était lors d'une de leurs promenades dans la forêt, ces escapades qu'ils faisaient pour échapper à l'atmosphère oppressante de la Casa Grande. Ils marchèrent le long du ruisseau aux eaux sombres, quand ils ont vu Benedito assis sur un rocher, fumant tranquillement une pipe qu'il avait fabriquée lui-même. La présence d'un esclave si loin de la plantation, pendant les heures de travail, aurait dû être un motif de punition immédiate. Mais les jumeaux, dans leur état d'esprit confus et révolté, ne l'ont pas dénoncé. Au lieu de cela, ils se sont approchés. « Que fais-tu ici, Benedito ?» a demandé Francisco. « Je réfléchis, Seigneur Francisco », a répondu l'esclave. « Parfois, un homme a besoin de réfléchir loin du bruit et de la fureur. »« Réfléchir à quoi ?» a insisté José. Benedito a tiré sur sa pipe, laissant la fumée s'échapper lentement. « À la liberté, señores. Je réfléchis à ce que signifie être libre. Vous êtes né libre, mais êtes-vous vraiment libre? Vous vivez sous la tyrannie de votre père, comme nous vivons sous la vôtre. Quelle est la différence? » Les jumeaux se sont regardés, troublés par cette observation. « Ce n'est pas la même chose, » a dit Francisco, mais sa voix manquait de conviction. « Non » a souri Benedito. « Peut-être. Mais parfois, Seigneur, les chaînes les plus solides sont celles qu'on ne voit pas. Et parfois, pour briser ces chaînes, il faut faire des choses terribles, des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire. »« De quoi parles-tu » a demandé José. Benedito s'est levé, a vidé sa pipe en tapotant contre le rocher. « De rien, Seigneur José, je suis juste un vieil esclave qui philosophe. Ne faites pas attention à mes divagations. » Il est parti, marchant lentement le long du ruisseau, et les jumeaux sont restés là, regardant sa silhouette disparaître entre les arbres. Cette nuit-là, ils se sont retrouvés dans la chambre qu'ils partageaient et ont parlé jusqu'à l'aube. Ils ont parlé de leur père, de leur vie, de leurs frères, de l'esclavage. Et à mesure que la nuit avançait, une idée commençait à prendre forme dans leur esprit. Une idée monstrueuse qu'aucun d'eux n'osait formuler complètement, mais qui était là, présente, inévitable.
Le 28 janvier, Joaquim Henrique Tavares da Fonseca a convoqué ses 5 fils dans son bureau. C'était une pièce austère au 2e étage de la Casa Grande, avec des murs couverts de bibliothèques remplis de livres de droit, de philosophie et d'économie agricole. Un grand bureau en bois massif dominait l'espace, et derrière lui, une fenêtre donnait sur les champs où les esclaves travaillaient sous le soleil implacable. Les fils sont entrés un par un, silencieux, et se sont tenus debout devant le bureau. Joaquim Henrique ne les a pas regardés immédiatement. Il écrivait quelque chose dans un registre, sa plume grattant le papier avec des mouvements méthodiques. Finalement, il a posé la plume, a fermé le registre et a levé les yeux. « J'ai pris une décision », a-t-il annoncé sans préambule. « Cette famille montre des signes de faiblesse. Cette faiblesse doit être corrigée. Antonio, tu vas superviser personnellement les punitions dorénavant. Je veux te voir administrer les coups. Carlos, tu vas cesser de perdre ton temps avec tes livres inutiles. Tu travailleras dans les champs avec les esclaves pendant 1 mois pour te rappeler ce qu'est le vrai labeur. Miguel, tu vas doubler les quotas de production. Francisco et José, vous allez m'accompagner dans toutes mes inspections et assister à toutes les punitions. Il est temps que vous appreniez ce que signifie vraiment être un maître. » Il y a eu un silence lourd. Puis Antonio a parlé, sa voix tremblante. « Père, est-ce vraiment nécessaire? Nous faisons déjà notre devoir. Pourquoi cette sévérité supplémentaire ?» Joaquim Henrique a frappé le bureau du poing. « Parce que j'ai vu dans vos yeux la contamination de la faiblesse. Parce que j'ai entendu les idées perverses que vous commencez à entretenir. Vous croyez que je ne sais pas, vous croyez que je suis aveugle. Je vois tout, j'entends tout. Et je vous dis maintenant, tant que je serai vivant, cette plantation fonctionnera selon mes règles. Mes règles, vous entendez? Pas les vôtres, pas celles de vos philosophes dégénérés de la ville. Les miennes. » Carlos Alberto a fait un pas en avant, le visage pâle. « Et si nous refusons, père ?» La question a flotté dans l'air comme une menace tangible. Joaquim Henrique s'est levé lentement, contournant le bureau pour se placer face à Carlos. « Si vous refusez, » a-t-il dit d'une voix glaciale, « je vous déshérite, tous. Je vendrai cette plantation, je disperserai la fortune familiale et je vous laisserai partir dans le monde sans rien. Vous vivrez comme des mendiants et le nom Tavares da Fonseca mourra avec moi. C'est ce que vous voulez ?» Les 5 fils se sont regardés. Dans leurs yeux passaient des émotions complexes, peur, rage, désespoir, résignation. Finalement, c'est Antonio qui a parlé, sa voix à peine audible. « Non, père, nous ferons ce que vous demandez. » Joaquim Henrique a souri, un sourire sans joie. « Bien, maintenant sortez, tous, sauf toi, Miguel. J'ai quelque chose de spécial à te confier. » Les 4 autres sont sortis, laissant Miguel seul avec leur père. Ce qui s'est dit dans ce bureau pendant les 20 minutes suivantes n'a jamais été révélé complètement, mais quand Miguel est ressorti, son visage était fermé et ses mains tremblaient légèrement. Cette nuit-là, les 4 frères se sont retrouvés dans les écuries. C'était devenu leur lieu de rencontre secret, loin des oreilles indiscrètes des domestiques. Ils parlaient à voix basse, leur visage à peine visible dans la faible lumière d'une lanterne. « Il est devenu fou », disait Carlos Alberto. « Complètement fou. On ne peut pas continuer comme ça. »« Qu'est-ce que tu proposes ?» demandait Antonio. « Qu'on parte, qu'on abandonne tout ?»« Pourquoi pas ?» intervenait Francisco. « Qu'est-ce qui nous retient ici? Cette plantation, cette vie, c'est un enfer, pour nous autant que pour les esclaves. C'est notre héritage, » objectait Antonio. « C'est notre nom, notre fortune. On ne peut pas juste l'abandonner. Notre héritage, » répétait amèrement José, « c'est la cruauté et la violence. C'est ça qu'on veut transmettre à nos propres enfants un jour ?» Ils argumentaient ainsi depuis 1 heure quand ils ont entendu un bruit à l'extérieur. Antonio a éteint la lanterne d'un geste brusque et ils se sont figés dans l'obscurité, retenant leur souffle. Des pas approchaient, lents et réguliers. Et puis la porte de l'écurie s'est ouverte et une silhouette s'est découpée dans le clair de lune. C'était Benedito. Il tenait quelque chose à la main,
un objet long et mince qui brillait faiblement. Il est entré, a refermé la porte derrière lui, et s'est tenu là, immobile, comme s'il attendait quelque chose. « Que fais-tu ici » a sifflé Antonio. « Tu n'as pas le droit d'être ici. »« Si mon père te trouve, votre père dort, » a interrompu Benedito de sa voix rauque. « Et de toute façon, ce n'est plus votre père que vous devriez craindre. »« De quoi parles-tu » a demandé Carlos Alberto. Benedito a avancé de quelques pas, et maintenant il pouvait voir ce qu'il tenait. Un long clou forgé, aiguisé comme une aiguille. « Je parle de choix, señores. Je parle de ce moment où un homme doit décider s'il va continuer à vivre dans les chaînes ou s'il va les briser, quel qu'en soit le prix. »« Tu es fou » a murmuré Francisco. « Si quelqu'un entend ce que tu dis, tu seras tué. »« Peut-être » a acquiescé Benedito. « Mais avant de mourir, je pourrais accomplir quelque chose qui libérerait beaucoup de gens. Pas seulement les esclaves. Vous aussi, señors, vous aussi vous êtes prisonniers. » Les jumeaux se sont regardés et dans leurs yeux brillait quelque chose de terrible. « Tu parles de tuer notre père » a dit José, et ce n'était pas une question. Benedito n'a pas répondu. Il s'est contenté de tenir le clou devant lui, le faisant tourner lentement dans la lumière de la lune qui filtrait par les fentes du bois. « C'est de la folie » a répété Antonio, mais sa voix manquait de conviction. « C'est un meurtre, un parricide. C'est impensable, impensable » a répété Benedito. Comme il était impensable de me battre jusqu'à ce que je perde l'usage de ma main, comme il était impensable de laisser ma femme mourir de fièvre parce que votre père refusait de dépenser de l'argent pour un médecin, comme il était impensable de vendre mes enfants, un par un, pour payer les dettes de jeu de votre grand-père. L'impensable, señores, est déjà arrivé. 1000 fois. Il arrive tous les jours dans cette plantation. La question n'est pas de savoir si c'est impensable, la question est de savoir si vous avez le courage de le penser. Le silence qui a suivi était assourdissant. On entendait la respiration rapide des 4 frères, le hennissement lointain d'un cheval, le chant nocturne des insectes. Et dans ce silence, quelque chose changeait, quelque chose de fondamental se réarrangeait dans l'ordre du monde. Finalement, c'est Carlos Alberto qui a parlé. « Et Miguel ?» a-t-il demandé. « Qu'est-ce qu'il a dit notre père cet après-midi » Benedito a souri dans l'obscurité. « Votre père lui a demandé de me surveiller. Il a dit à Miguel que je devenais dangereux, que j'influençais les autres esclaves, que je devais être éliminé bientôt. Miguel devait organiser un accident. Une poutre qui tombe, une machine qui se détraque. Quelque chose qui paraîtrait naturel. « Comment tu sais ça ?» a demandé Francisco. « Parce que Miguel me l'a dit lui-même » a répondu Benedito. « Il m'a dit il y a 1 heure, quand je l'ai trouvé ivre dans son quartier, il était effondré, pleurant comme un enfant. Il m'a dit qu'il ne voulait plus être ce qu'il était devenu, qu'il voulait que tout s'arrête. » Les 4 frères sont restés figés. « Où est Miguel maintenant ?» a demandé Antonio. « Dans son quartier. Il dort. Ou il fait semblant de dormir. Comme vous tous, vous faites semblant de ne pas voir ce qui doit être fait. Et qu'est-ce qui doit être fait, exactement ?» La voix de Carlos Alberto était à peine un murmure. Benedito a levé le clou dans la lumière. « Votre père a un rituel. Tous les matins, avant l'aube, il descend seul aux écuries pour inspecter les chevaux. Il aime ce moment de solitude. Il sera là dans environ 4 heures. Personne ne le verra entrer. Personne ne le verra sortir. Tu ne peux pas faire ça seul, a dit José. Les autres esclaves parleront. Ils te dénonceront. Non, a répondu Benedito. Parce que ce ne sera pas moi. Ce sera un accident, une chute, un cheval qui s'affole, qui frappe le vieux maître. Ces choses arrivent. Et si ce n'est pas assez, alors ce seront 5 fils bouleversés qui confirmeront l'accident. 5 fils qui étaient là, qui ont essayé de sauver leur père, mais qui sont arrivés trop tard. Le plan était là, suspendu entre eux comme un fruit vénéneux prêt à être cueilli. Chacun des 4 frères savait qu'il suffisait de dire non, de crier, d'appeler les gardes, et tout cela s'arrêterait. Benedito serait arrêté, exécuté, et leur vie continuerait comme avant. Comme avant. Cette torture lente, cette complicité dans la cruauté, cette vie qui n'en était pas une.
Si nous faisons cela, a finalement dit Antonio, et même dans l'obscurité on pouvait sentir le poids terrible de ces mots. Si nous faisons cela, nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Nous serons des meurtriers, des parricides. Vous l'êtes déjà, a répondu Benedito doucement. Vous tuez quelque chose en vous chaque jour que vous laissez cet homme exister. La seule question est, voulez-vous continuer à vous tuer, ou voulez-vous tuer ce qui vous tue? Si cette histoire vous glace le sang, prenez un moment pour laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez qu'ils ont décidé. Qu'auriez-vous fait à leur place? Et n'oubliez pas de vous abonner, car ce qui vient ensuite est encore plus troublant. Les 4 heures qui ont suivi sont devenues, dans les rares témoignages fragmentaires qui subsistent, une sorte de temps suspendu, une période où les règles normales de la réalité semblaient avoir cessé de fonctionner. Les 4 frères sont restés dans l'écurie avec Benedito, chacun enfermé dans ses propres pensées, chacun luttant avec le choix impossible qui leur était présenté. Personne n'a dit oui explicitement. Personne n'a dit « faisons-le » ou « tuons notre père ». Mais personne n'est parti non plus. Personne n'a couru à la Casa Grande pour réveiller Joachim Henrik et le prévenir du danger. Et dans ce silence, dans cette inaction collective, une décision s'est formée, tacite, mais absolue. Vers 3 heures du matin, Benedito a parlé à nouveau. Si vous voulez partir, partez maintenant. Si vous restez, vous serez complices. Il n'y aura pas de retour possible. Carlos Alberto s'est levé, a marché jusqu'à la porte, a posé sa main sur le loquet. Il est resté là, immobile, pendant ce qui a semblé une éternité, puis il a laissé retomber sa main et s'est retourné. « Je reste », a-t-il dit. « Que Dieu me pardonne, mais je reste. » Un par un, les autres ont confirmé. « Je reste. Je reste. Je reste. » Et Miguel, a demandé Benedito. « Je vais le chercher, a dit Antonio. S'il doit être là, qu'il soit là. S'il refuse, alors nous verrons. » Antonio est sorti dans la nuit. Le ciel commençait à pâlir légèrement à l'est, prélude à l'aube. Il a traversé la cour, est entré dans l'aile de la Casa Grande où se trouvaient les chambres des fils. Il a frappé doucement à la porte de Miguel. « Entre », a répondu une voix étouffée. Miguel était assis sur son lit, toujours habillé, comme s'il n'avait pas dormi. Dans la faible lumière d'une bougie, son visage semblait avoir vieilli de 10 ans. Quand il a vu Antonio, quelque chose a passé dans ses yeux. Une question, une supplique, un espoir désespéré. « Benedito nous a parlé », a dit Antonio. « Il nous a dit ce que Père t'a demandé de faire. » Miguel a baissé la tête. « Je ne peux pas », a-t-il murmuré. « Je sais que je suis cruel. Je sais que j'ai fait des choses terribles, mais ça, je ne peux pas le faire. Alors viens, a dit Antonio. Viens avec nous. Il y a une autre solution. Une solution finale. Miguel a levé la tête et dans ses yeux brillaient des larmes. Tu parles de... Oui, a coupé Antonio. C'est ce dont je parle. Benedito l'a proposé. Les autres ont accepté. Si tu veux être libre, vraiment libre, c'est maintenant. C'est la seule chance que nous aurons jamais. Miguel s'est levé, a essuyé ses yeux. Je suis déjà damné, a-t-il dit d'une voix brisée. Que je fasse ceci ou non, je suis déjà damné. Alors au moins que cette damnation serve à quelque chose. Ils sont retournés ensemble aux écuries. Quand les autres ont vu Miguel, quelque chose s'est détendu dans l'atmosphère. Ils étaient tous les 5 maintenant, unis dans cette décision terrible. Benedito a commencé à expliquer les détails. Joachim Henrik arriverait dans environ 1 heure. Il entrerait par la porte principale des écuries, comme toujours. Il irait directement au box du cheval qu'il préférait, un étalon noir nommé Imperador. Il vérifierait la nourriture, la paille, inspecterait les sabots. C'était sa routine invariable. Le cheval est nerveux, expliquait Benedito. Je l'ai rendu nerveux, j'ai mis quelque chose dans sa nourriture hier soir, une herbe qui rend les animaux agités sans les rendre malades. Quand votre père entrera dans le box, le cheval sera sur les nerfs. Il suffira d'un mouvement brusque, d'un bruit soudain, et l'animal paniquera. Et alors ? Demandait Francisco. Alors votre père tombera,
Il se frappera la tête contre la mangeoire ou contre le mur. Un accident. Un accident terrible mais compréhensible. Tu as déjà tout planifié, disait Carlos Alberto, et ce n'était pas une accusation, juste une constatation. J'y pense depuis 30 ans, Seigneur Carlos. Depuis 30 ans, je planifie, j'attends. Et maintenant, le moment est venu. Mais pourquoi nous? Demandait José. Pourquoi as-tu besoin de nous? Tu aurais pu le faire seul. Benedito a souri, ce sourire énigmatique qui leur était devenu familier. Parce que seul, je serai exécuté immédiatement. Avec vous, avec le témoignage des 5 fils qui confirment l'accident, qui étaient là par hasard pour leurs propres inspections matinales, personne ne doutera. Et surtout, Seigneuresses, parce que vous devez le faire. Vous devez être complice. Sinon vous resterez prisonnier toute votre vie, prisonnier de votre culpabilité, de votre inaction. En faisant ceci, vous vous libérez. Nous nous libérons tous. La logique était tordue, obscène, mais elle avait une cohérence interne qui était hypnotique. Et les 5 frères, épuisés par les semaines de tension, poussés au bord de la rupture psychologique, l'ont accepté. L'aube approchait. Ils pouvaient entendre les premiers bruits de la plantation qui se réveillait. Les esclaves qui sortaient des senzalas pour commencer une nouvelle journée de labeur. Et bientôt, très bientôt, Joaquim Enrique Tavares da Fonseca sortirait de la Casa Grande pour sa visite matinale aux écuries. Benedito leur a fait prendre position. Antonio et Carlos seraient à l'extérieur, près de l'entrée, comme s'ils discutaient des travaux de la journée. Miguel serait dans le box adjacent, vérifiant un autre cheval. Les jumeaux seraient dans le grenier à foin au-dessus, supposément en train d'inspecter les provisions. Benedito serait dans le box d'Imperador, comme s'il préparait l'animal pour la journée. Quand il arrivera, disait Benedito, agissez naturellement, saluez-le, montrez-vous surpris de le voir, et ensuite, laissez faire la nature. Ils ont attendu. Les minutes s'étiraient comme des heures. Le ciel continuait de pâlir. Et puis, ils l'ont entendu, les pas lourds, réguliers, de Joaquim Enrique qui traversait la cour. Antonio et Carlos ont commencé une conversation forcée sur les récoltes. Miguel a continué à brosser le cheval dans le box voisin, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir la brosse. Les jumeaux, cachés dans l'obscurité du grenier, retenaient leur souffle. Joaquim Enrique est apparu à l'entrée des écuries. Il a regardé ses fils avec surprise. « Que faites-vous ici à cette heure ?» a-t-il demandé, sa voix dure. « Nous voulions commencer tôt, père, » a bégayé Carlos, « montrer notre engagement. » Joaquim Enrique a grogné, pas vraiment convaincu mais trop préoccupé par sa routine pour insister. Il est passé devant eux, se dirigeant vers le box d'Imperador. Dans le box, Benedito s'était déjà éclipsé dans l'ombre. Le cheval, effectivement nerveux, piaffait et secouait la tête. Joaquim Enrique a ouvert la porte du box, est entré. « Calme-toi, Imperador » murmurait-il. « Qu'est-ce qui te prend ce matin ?» C'est alors que Benedito a agi. De l'ombre où il s'était caché, il a frappé violemment une poutre métallique avec un marteau. Le bruit, dans le silence relatif du matin, était assourdissant. Le cheval a paniqué instantanément, se cabrant, hennissant de terreur. Joaquim Enrique a été pris par surprise. Il a essayé de sortir du box, mais le cheval, dans sa panique, bloquait la sortie. L'animal s'est cabré à nouveau, et son sabot a frappé Joaquim Enrique en pleine poitrine, le projetant contre le mur du fond. Les 5 fils ont accouru, criant « Père !» comme s'ils venaient juste de réaliser ce qui se passait. Ils ont trouvé Joaquim Enrique effondré contre le mur, la bouche ouverte, cherchant son air. Le coup du sabot avait brisé plusieurs côtes, peut-être perforé un poumon. « Aidez-le !» criait Antonio. « Appelez quelqu'un !» Mais personne ne bougeait vraiment. Ils restaient là, regardant leur père agoniser. Et Joaquim Enrique, dans ses derniers instants de conscience, a compris. Il a regardé ses 5 fils, et dans ses yeux, il y avait de la terreur, de la rage, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Il avait créé cette situation.
Il avait poussé ses fils au-delà du point de rupture, et maintenant, il en payait le prix. Ses lèvres ont bougé. Il essayait de dire quelque chose. Carlos Alberto s'est agenouillé, a approché son oreille de la bouche de son père. « Vous êtes damnés », a murmuré Joaquim Henrique. « Tous. » Et puis sa tête est retombée. Son corps s'est affaissé. Le maître de São Sebastião das Águas Escuras était mort. Benedito est sorti de l'ombre. Il tenait encore le marteau. Les 5 fils l'ont regardé, et lui les a regardés. Un pacte silencieux s'est scellé dans ce moment, un pacte plus fort que le sang, forgé dans le meurtre et la complicité. C'était un accident, a dit Benedito. Un terrible accident. Vous allez le déclarer ainsi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les domestiques ont été appelés. Le corps a été transporté à la Casa Grande. Le curé de la paroisse la plus proche a été convoqué. Les autorités locales, un juge et un délégué de police qui devaient parcourir 2 jours de voyage pour arriver, ont été informés. Tous les témoignages concordaient. Joaquim Henrique Tavares da Fonseca était mort accidentellement, tué par son propre cheval qui avait paniqué pour des raisons inconnues. Les 5 fils, présents par chance, avaient tenté de le sauver mais n'avaient rien pu faire. C'était une tragédie, mais ces choses arrivaient. Les chevaux étaient des animaux imprévisibles. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Toute la région s'est déplacée, tous les propriétaires terriens du district, les notables, le curé, les religieux. Le cercueil a été enterré dans le cimetière familial, à côté de la chapelle privée de la fazenda. Les 5 fils, vêtus de noir, ont pleuré. Certaines larmes étaient ou peut-être sincères. Après tout, quelle que soit sa cruauté, c'était leur père. Mais la vie devait continuer. La plantation devait fonctionner. Et maintenant, Antonio Joaquim, en tant qu'aîné, héritait du domaine et de l'autorité. Les premières semaines après la mort de Joaquim Henrique ont été une période de changement rapide à São Sebastião das Águas Escuras. Antonio, conscient de la surveillance dont il ferait l'objet, a commencé à modifier subtilement le régime de la plantation. Les punitions les plus sévères ont été réduites. Les rations des esclaves ont été légèrement augmentées. Un médecin local a été engagé pour venir 1 fois par mois examiner les malades. Ce n'était pas la liberté, loin de là, mais c'était une amélioration perceptible. Carlos Alberto, délesté du poids de son père, s'est investi dans l'administration avec une énergie nouvelle. Miguel, par contre, semblait s'effondrer sur lui-même. Il buvait de plus en plus, passait des journées entières enfermé dans sa chambre. Les jumeaux, eux, oscillaient entre des moments d'euphorie presque maniaque et des périodes de silence morose. Et Benedito continuait son travail de charpentier et de forgeron, apparemment inchangé. Mais quelque chose avait changé dans son rapport avec les fils. Il le consultait maintenant, discrètement. Il demandait son avis sur les décisions à prendre. Un équilibre étrange s'était établi où le maître officiel et l'esclave partageaient une autorité tacite, fondée sur leur secret commun. C'est le 20 février, 1 mois après la mort de Joaquim Henrique, que la première disparition s'est produite. Miguel Ignacio n'est pas apparu au petit déjeuner. Ce n'était pas inhabituel vu son état récent. Mais quand un domestique a été envoyé pour le chercher, il a trouvé sa chambre vide. Le lit n'avait pas été défait. Miguel n'était nulle part. Les recherches ont commencé immédiatement. On a fouillé toute la Casa Grande, les dépendances, les champs. On a interrogé les esclaves. Personne ne l'avait vu. Il semblait avoir disparu dans la nuit, comme s'il s'était évaporé. « Il est parti », a dit Antonio. Il n'a pas supporté la pression. Il a fui. « Sans prendre ses affaires », objectait Carlos. « Sans dire au revoir, sans prendre de l'argent. » Il était fou de culpabilité, insistait Antonio. Tu l'as vu ces dernières semaines. Il se détruisait. Il a dû partir sur un coup de tête, peut-être pour se jeter dans la rivière ou se perdre dans la forêt. Cette explication a été acceptée, faute de mieux. Mais une atmosphère de malaise s'est installée. Les 3 frères restants et les jumeaux se regardaient avec une suspicion nouvelle.
Et Benedito, quand on lui a demandé s'il avait vu Miguel, a simplement secoué la tête avec cette expression énigmatique qui ne révélait rien. 3 semaines plus tard, le 15 mars, c'est au tour de Carlos Alberto de disparaître. Lui aussi, il a simplement cessé d'être là. Un matin, sa chambre était vide. Ses livres, sa correspondance, tout était là. Mais lui, non. La panique a commencé à s'installer. Antonio a ordonné des recherches encore plus intensives. Il a fait fouiller la forêt sur des kilomètres. Il a envoyé des messages aux fazendas voisines, aux villes environnantes. Personne n'avait vu Carlos. C'était comme s'il avait été effacé de la réalité. « C'est impossible », répétait Antonio. 2 hommes ne disparaissent pas comme ça, sans trace, sans raison. Les jumeaux ne disaient rien. Ils restaient ensemble constamment maintenant, comme s'ils cherchaient protection dans leur gémellité. Mais dans leurs yeux brillait quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Le 22 mars, tôt le matin, un esclave a trouvé le corps d'Antonio Joaquim. Il était dans son bureau, effondré sur son grand bureau en bois massif, celui qui avait appartenu à son père. Il semblait dormir, mais quand on a essayé de le réveiller, il était froid. Le médecin appelé en urgence a constaté le décès et a émis l'hypothèse d'une crise cardiaque. Le stress de gérer la plantation, la disparition de ses frères, tout cela avait dû être trop pour son cœur. Mais en examinant le corps plus attentivement pour la préparation funéraire, quelqu'un a remarqué une petite marque à la base du crâne, presque invisible sous les cheveux. Une marque qui ressemblait à celle qu'aurait laissé un long objet pointu. Un clou, peut-être. Les jumeaux Francisco et José ont paniqué complètement. Ils se sont enfermés dans leur chambre partagée, refusant de sortir, refusant de parler à quiconque, sauf l'un à l'autre. Les domestiques entendèrent des conversations fiévreuses, des pleurs, des cris étouffés. Ils parlaient de malédiction, de vengeance, du fantôme de leur père qui revenait les punir. La nuit du 23 mars, les domestiques ont entendu du bruit venant de la chambre des jumeaux. Des cris, un fracas, puis le silence. Au matin, quand ils ont osé forcer la porte, la chambre était vide. Les fenêtres étaient fermées de l'intérieur. La porte était verrouillée de l'intérieur. Et pourtant, Francisco et José avaient disparu. Une enquête officielle a été lancée. Le délégué de police et le juge sont revenus, cette fois avec une urgence nouvelle. 5 hommes ne disparaissent pas sans raison. 6, si on comptait le père mort dans des circonstances qui, rétrospectivement, semblaient de moins en moins accidentelles. Tous les esclaves ont été interrogés, tous les domestiques, tout le personnel de la fazenda. Et c'est là que les témoignages ont commencé à devenir troublants. Plusieurs esclaves ont mentionné avoir vu Benedito en conversation nocturne avec chacun des fils avant leur disparition. D'autres ont parlé de bruits étranges venant de son atelier la nuit, du son du métal qu'on forge, du bois qu'on scie. Une femme esclave a juré avoir vu Benedito transporter quelque chose de lourd, enveloppé dans une toile, vers la rivière aux eaux sombres, plusieurs nuits de suite. Mais quand les autorités ont voulu interroger Benedito, ils ont fait une découverte stupéfiante. L'atelier de Benedito était vide. Tous ses outils avaient disparu et Benedito lui-même était introuvable. Comme les fils, il s'était volatilisé. Le délégué de police a ordonné des fouilles intensives. La rivière a été draguée sur plusieurs kilomètres. La forêt a été battue par des dizaines d'hommes. Rien. Aucun corps. Aucune trace. C'était comme si 7 hommes s'étaient simplement dissous dans l'air. Les registres officiels de la paroisse, consultés par les autorités, montraient quelque chose de troublant. Les disparitions suivaient un schéma temporel précis. Miguel le 20 février. Carlos le 15 mars. Antonio le 22 mars. Les jumeaux le 23 mars. Et Benedito n'était plus apparu publiquement depuis le 24 mars, le jour même où son absence avait été découverte. Une théorie a émergé parmi les enquêteurs, une théorie si horrible qu'elle a été consignée dans les rapports officiels avec une extrême prudence. Et si Benedito n'avait jamais eu l'intention de simplement tuer Joaquim Henrique? Et si son plan avait toujours été plus vaste? Et si les fils, en devenant complices du meurtre,
s'était livré à quelqu'un qui avait des projets bien plus sombres qu'il ne l'imaginait. On a commencé à recueillir des témoignages sur les conversations que Benedito avait eues avec chacun des fils avant leur disparition. Des conversations nocturnes, secrètes, où l'esclave parlait de liberté, de justice, de réparation, de comment les crimes du père devaient être payés par les fils, de comment la complicité dans le meurtre n'était que le début, pas la fin. Un vieil esclave, interrogé sous serment, a raconté une conversation qu'il avait surprise entre Benedito et un autre esclave quelques jours après la mort de Joaquim Henrique. « Le vieux maître est mort », disait Benedito, mais son œuvre continue. Ses fils portent sa violence en eux. Ils peuvent être meilleurs, mais seront-ils vraiment meilleurs? Ou reproduiront-ils simplement ce qu'ils ont appris? La seule solution, la seule vraie justice, c'est l'effacement complet. L'effacement complet. Ces mots ont glacé le sang des enquêteurs. Ils suggéraient un plan méthodique, pas une série de disparitions aléatoires. Un plan où chaque fils serait éliminé, un par un, jusqu'à ce que la lignée Tavares da Fonseca soit éteinte. Mais qu'avait fait Benedito des corps? La fouille de la plantation n'avait rien révélé, la rivière non plus. La forêt avait livré quelques os, mais ils étaient trop anciens, appartenant probablement à des animaux ou à des esclaves morts depuis longtemps et jetés là sans sépulture. C'est un charpentier appelé pour expertiser les bâtiments de la fazenda qui a fait la découverte finale, celle qui a transformé l'enquête en légende macabre. En examinant les fondations de l'atelier de Benedito pour évaluer sa solidité, il a remarqué que le sol était anormalement souple à plusieurs endroits. En creusant, il a trouvé de la chaux vive fraîchement répandue. La chaux vive accélère la décomposition des matières organiques. En quelques semaines, elle peut réduire un corps en bouillie liquide qui s'infiltre dans le sol, ne laissant que quelques fragments d'eau qu'il est presque impossible d'identifier. Et Benedito, en tant que charpentier et homme de métier, savait exactement comment obtenir de grandes quantités de chaux pour ses travaux de construction. Les autorités ont ordonné d'excaver complètement sous l'atelier. Ils ont trouvé des traces, des fragments, des restes si dégradés qu'il était impossible de confirmer à qui ils appartenaient, mais il y en avait. 5 emplacements distincts. 5 fosses peu profondes, soigneusement dissimulées sous le plancher de l'atelier, remplies de chaux. L'horreur était complète. Benedito avait planifié tout cela. Il avait peut-être commencé par vouloir simplement éliminer Joaquim Henrique, mais ensuite, une fois les fils devenus complices, il avait vu une opportunité de justice totale. Il les avait éliminés un par un, les attirant dans des pièges, les tuant probablement avec des outils qu'il avait lui-même forgés, puis dissolvant leur corps dans la chaux. Et ensuite, où était-il parti? Avait-il rejoint un quilombo, une de ces communautés d'esclaves fugitifs dans l'intérieur? Avait-il changé d'identité? S'était-il fondu dans la population d'une ville lointaine? Ou était-il mort lui aussi, quelque part dans la forêt, emportant son secret avec lui? L'affaire São Sebastião das Águas Escuras est officiellement restée non résolue. Les autorités ont classé les disparitions comme des meurtres probables, Benedito étant le suspect principal. Un mandat d'arrêt a été émis, mais l'homme n'a jamais été retrouvé. Les registres officiels se terminent par une note laconique. L'esclave Benedito, suspect dans la disparition de Miguel Ignacio, Carlos Alberto, Antonio Joaquim, Francisco Eugenio et José Manuel Tavares da Fonseca, demeure introuvable. L'enquête est suspendue en attente de nouveaux éléments. La plantation elle-même a été mise sous séquestre administratif. Sans héritier direct, la propriété devait théoriquement revenir à des cousins éloignés, mais aucun n'a voulu la réclamer. La réputation de malheur qui entourait maintenant São Sebastião das Águas Escuras rendait le domaine toxique. Les esclaves ont été dispersés, vendus à d'autres propriétaires. Les bâtiments ont été abandonnés. Avec le temps, la nature a repris ses droits. La forêt a envahi les champs cultivés. Les toits se sont effondrés, les murs se sont fissurés et écroulés. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de la fazenda.
Quelques pierres éparpillées, une partie du mur de la Casa Grande, le cimetière familial envahi par la végétation où repose, selon la pierre tombale, Joaquim Henrique Tavares da Fonseca, mort tragiquement, pleuré par ses fils. À pleurer par ses fils. L'ironie de cette inscription a été notée par tous ceux qui connaissent l'histoire. Dans les années qui ont suivi, des légendes locales ont commencé à circuler. On racontait que la nuit, près de l'emplacement de l'ancienne fazenda, on pouvait entendre des voix qui se disputaient, des cris étouffés, le son du métal qu'on forge. Les habitants de la région évitaient l'endroit, surtout après la tombée de la nuit. Les rares qui s'y aventuraient racontaient avoir ressenti une présence, une hostilité tangible, comme si la terre elle-même se souvenait de la violence qui avait été commise là. Mais au-delà des légendes, une question demeure. Une question que les historiens et les chercheurs qui se sont penchés sur cette affaire débattent encore aujourd'hui. Quelle était la vraie nature du plan de Benedito? Avait-il vraiment tout planifié depuis le début, prévoyant d'éliminer non seulement le père, mais aussi tous les fils? Ou les fils étaient-ils réellement des victimes, tués parce qu'ils représentaient la continuation de l'ordre oppressif, même après avoir tenté de le réformer? Certains documents suggèrent une troisième possibilité, encore plus troublante. Et si les fils n'avaient pas été victimes, mais complices jusqu'au bout? Et si, après avoir tué leur père et réalisé l'ampleur de leur crime, ils avaient décidé collectivement de disparaître, de s'effacer de l'histoire, chacun partant de son côté sous une nouvelle identité? Et si Benedito n'avait été qu'un instrument, un facilitateur qui les avait aidés à mettre en scène leur propre disparition? Cette théorie est soutenue par un détail troublant découvert dans les archives de la région. Dans les années qui ont suivi les disparitions, 5 hommes portant des noms différents sont apparus dans diverses villes du Brésil. Tous avaient approximativement le bon âge. Tous avaient des compétences ou des connaissances qui correspondaient étrangement à celles des fils Tavares da Fonseca. L'un était poète et écrivain à Rio de Janeiro. Un autre était administrateur d'une plantation au Pernambuco, réputé pour son traitement humain des esclaves. Un troisième était devenu médecin dans le Minas, se consacrant aux soins des populations défavorisées. Coïncidence? Peut-être. Mais les coïncidences s'accumulent jusqu'à suggérer un schéma. Et le schéma suggère quelque chose d'extraordinaire, que les 5 fils, aidés par Benedito, auraient orchestré non pas leur mort, mais leur renaissance, qu'ils auraient utilisé la disparition comme une opportunité de recommencer, de se réinventer, de se libérer non seulement de leur père, mais de leurs propres identités compromises par la violence et la complicité. Dans ce scénario, les fragments trouvés sous l'atelier de Benedito ne seraient pas les restes des fils, mais ceux d'animaux ou d'autres victimes, plantés là pour créer une scène de crime convaincante. Les témoignages des esclaves sur les conversations nocturnes et les transports mystérieux seraient authentiques, mais mal interprétés. Ce n'étaient pas des corps qu'on transportait, mais des provisions, des vêtements, de l'argent, tout ce dont les fils auraient besoin pour leur nouvelle vie. Et Benedito, dans cette version, il serait parti lui aussi, peut-être avec une part de l'argent de la fazenda, vers un quilombo ou une ville lointaine, où il aurait vécu ses dernières années libres, son plan réussi, sa vengeance accomplie de la manière la plus sophistiquée possible. Non par la mort de ses oppresseurs, mais par leur transformation. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? Les documents sont fragmentaires, contradictoires. Les témoignages sont peu fiables, influencés par les préjugés de l'époque, par la peur, par les légendes qui se sont rapidement formées. La vérité, si elle existe, est enterrée quelque part entre les lignes des registres officiels, dans les non-dits des témoignages, dans le silence de cette terre de Minas Gerais, où, autrefois, 6 hommes ont disparu en l'espace de 2 mois. Ce qui est certain, c'est que l'affaire São Sebastião das Águas Escuras est devenue un cas d'étude fascinant pour ceux qui s'intéressent aux zones grises de l'histoire, aux histoires qui défient les catégories simples de victimes et de bourreaux, de crimes et de justice. C'est l'histoire de 6 hommes, 5 blancs et un noir, 5 libres et un esclave, 6 criminels ou 6 victimes, selon la perspective qu'on adopte, qui ont disparu dans les circonstances les plus mystérieuses,
laissant derrière eux plus de questions que de réponses. Vous venez d'entendre l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire coloniale brésilienne. Croyez-vous que Benedito était un meurtrier vengeant 30 ans d'esclavage? Ou pensez-vous que les fils se sont échappés, renaissant sous de nouvelles identités? Commentez ci-dessous avec votre théorie. Abonnez-vous pour plus d'histoires historiques qui défient l'imagination. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères où la vérité se cache dans l'ombre de l'histoire. Car après tout, le passé n'est jamais vraiment mort. Il n'est même pas passé. Il attend, patient, que quelqu'un pose les bonnes questions et découvre ce qui s'est réellement passé à São Sebastião das Águas Escuras en cette année maudite de 1841.